Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus jusqu'à Capella pour cette soirée du Café Citoyen Chapelain. C'est toujours un plaisir de venir à la chapelle et pour cette soirée avec le Café Citoyen. C'est la 3e édition, je crois que la première avait eu lieu dans cette salle il y a 2 ans pour la sortie du livre L'Histoire populaire de Nantes. L'année dernière, on avait fait une soirée sur le débat citoyen qui était au Forum d'Orvaux chez Titi Floris, une scope. Et puis donc, 3e rendez-vous cette année avec effectivement, comme vient de le dire Hervé Baucher du Café Citoyen, un sujet d'importance à quelques mois, quelques semaines d'élections municipales. Et un sujet dont il sera certainement sans doute question lors des débats autour de ces élections. Un sujet aussi qui nous concerne très directement dans la région sur un dossier au long cours, et ça Isabelle Jarjaï va en parler longuement, mais l'aéroport de Nantes Atlantique, son non-transfert à Notre-Dame-des-Landes et l'exploitation assurée par Vinci est un dossier qu'elle connaît bien, sur lequel elle travaille depuis des années maintenant pour le site en ligne Médiacité, qui est un site que je vous invite à aller voir, c'est mediacité.com, sur lequel elle a écrit beaucoup d'articles sur les aéroports et Vinci, mais elle va nous en parler. Alors, Isabelle, peut-être pour commencer, alors dire que vous avez commis il y a 2 ans bientôt, 2 ans maintenant, un livre qui est chez l'éditeur, les éditions Yves Michel, qui s'appelle Service public délégué au privé, : à qui profite le deal. Et nous dire un peu comment vous êtes venu à vous intéresser à ce sujet qui peut sembler un peu aride quand même. Oui, bonsoir. Donc effectivement, je suis journaliste, donc je travaille essentiellement pour Médiacité. Il y a Médiacité Nantes, Médiacité Toulouse, Médiacité Lyon et Médiacité Lille. Juste un petit coup de pub parce qu'on est un média totalement indépendant, sans pub et sans actionnaire. Et donc on ne vit que des abonnements et on manque d'abonnements pour pouvoir tenir sur la durée. Donc ça c'était pour la petite pub. Et on est l'idée en fait c'était de créer un média comme Mediapart, qui est au niveau national, mais de le créer au niveau local pour pouvoir faire des enquêtes locales qui est souvent un thème qui est assez peu traité par les médias locaux, du fait parfois de contraintes locales où c'est plus compliqué d'enquêter quand on est journaliste et qu'on a des liens avec les élus ou avec les publicitaires par exemple. Et donc Médiacité s'est créé pour ça, pour faire de l'enquête au niveau local. Et donc moi je travaille effectivement sur la gestion par le privé des services publics. Et effectivement, ça paraît assez aride, surtout quand on parle de délégation de services publics, parce que c'est le terme. Et en fait, moi, j'ai tenu à appeler mon livre comme ça pour ne pas parler de privatisation. Pour moi, c'est très très important, parce que moi, je suis partie des autoroutes, je vais vous raconter ensuite. Mais la différence entre une délégation de service public et une privatisation, c'est qu'une délégation de service public, c'est un contrat entre les pouvoirs publics et le privé. Donc, il y a un contrat et l'infrastructure reste publique. Donc, on garde le contrôle. Et le fait de parler de privatisation, notamment quand on parle des autoroutes, ça pose tout de suite le débat dans une autre échelle. On se retrouve à opposer privatisation, nationalisation. Donc tout de suite, on est sur des débats très idéologiques, alors qu'on oublie que les autoroutes, elles appartiennent à l'État, qu'elles ne sont pas propriété du privé. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à garder ce terme, même si mon livre se serait peut-être mieux vendu si j'avais écrit on vend nos services publics au privé. Mais il est toujours en vente. Oui. Et donc effectivement, moi j'ai fait un livre parce que je suis partie sur les autoroutes, sur le sujet des autoroutes, en 2014. À cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est fin 2014, il y avait une grosse polémique sur les péages. Alors je sais qu'ici, on est moins concernés parce qu'on ne paye pas de péage, enfin en tout cas jusqu'à pas très loin d'ici quand même. Mais
Mais en fait, il y avait cette grosse polémique sur le tarif des péages et ça avait abouti au fait que Ségolène Royal avait fait des annonces en disant on doit arrêter les péages par exemple le week-end ou geler les tarifs des péages. Enfin, il y avait une énorme polémique et moi il se trouve que je viens du sud-est et que je fais l'aller-retour 2 fois par an vers le sud-est par l'autoroute et qu'on paye à peu près, je sais pas, 40 € de péage pour la durée du trajet. Et en fait, ça a commencé parce que le 21 décembre, on s'est retrouvés sur une aire d'autoroute avec notre fille de 18 mois et que nous, on a l'habitude d'acheter des choses, de préparer un pique-nique, tout simplement, pour ne pas acheter dans les aires d'autoroute. Et sauf que c'était l'hiver et qu'on voulait faire manger notre fille au chaud à l'intérieur. Et donc on s'est installé, on avait prévu de prendre un café, mais on n'avait pas encore pris. Et donc on a commencé à lui donner son pot et on est venu nous demander de sortir parce qu'on ne consommait pas. Et donc la directrice de l'aire d'autoroute est venue nous voir en nous demandant de sortir, sachant qu'il y avait plein de familles et qu'elle s'est vite rendue compte que c'était pas une politique commerciale très, très bonne pour elle. Donc quand les gens autour ont commencé à réagir, elle a laissé tomber, elle nous a laissé finir. Mais moi, ça m'a vraiment fait tilt parce que je me suis dit, je suis sur un service public, je paye cher quand même pour circuler et j'ai même pas d'espace pour manger au chaud si je ne consomme pas. Et là, je me suis dit, mais il y a vraiment un problème sur cette histoire d'autoroute. Et pour moi, le problème, il n'est pas forcément le prix du péage, parce qu'une infrastructure routière, ça coûte cher. La question, elle est comment on rend le service public alors qu'on paye un péage, et surtout, pourquoi est-ce que ce péage, il tombe dans les caisses des actionnaires privés, en l'occurrence essentiellement Vinci Autoroute, plutôt que d'abonder les recettes de l'État qui pourraient les utiliser pour investir sur d'autres infrastructures de transport en France. Et en fait, c'est vraiment, je suis partie de là en me disant, mais il y a un truc qui cloche, et j'étais vraiment gênée par le traitement médiatique qui en a été fait, qui justement reste bloqué sur cette histoire de prix du péage, de pouvoir d'achat. Alors que le sujet, il n'est pas là, le sujet, il est de comment on contrôle, comment les pouvoirs publics gardent le contrôle sur leurs services publics et sur les recettes surtout du service public. Parce qu'en fait, le sujet sur les délégations de services publics, moi je suis partie des autoroutes, mais c'est la même chose sur l'eau, et c'est très très fort sur les aéroports également, mais sur plein d'autres, hein, sur le parking. Justement, ouais, il y a plein de... Qu'est-ce qui est délégué au privé? Quasiment tous les services peuvent être délégués, à part les services régaliens. Quoique, parce que M. Castaner a quand même annoncé la semaine dernière qu'ils allaient entamer des partenariats avec le privé sur la sécurité. Mais normalement, le régalien n'est pas délégable au privé. Mais du coup, selon les villes, on peut avoir tout qui est délégué. Il y a même des crèches parfois qui sont déléguées au privé. Mais majoritairement, on retrouve ça sur les parkings, sur les aéroports, sur l'eau, énormément. L'eau est quasiment, aujourd'hui, je pense à 80%, les services d'eau sont délégués à 3 entreprises qui sont Veolia, Suez et SOR. Et en fait, sur tous ces services qui revient tout le temps, alors sur l'eau, on a eu des problèmes de service, c'est-à-dire, vous avez peut-être vu le cache investigation qui parlait par exemple des fuites, on a des problèmes d'entretien des réseaux, mais on a surtout un problème de recettes, c'est-à-dire que quand on a des services qui soit fonctionnent plus ou moins bien, mais en tout cas arrivent quand même à dégager un petit peu de bénéfices, ces bénéfices ne reviennent jamais à la collectivité. Collectivité qui, elle, dans bien des cas, continue quand même à investir. Donc là, typiquement, j'ai un exemple très concret concernant les aéroports en Isère, où le département de l'Isère, en 2018, il a mis 2,4 millions d'euros sur la table pour subventionner son aéroport. Chaque année, il met entre 1,8, c'est le minimum, et 3 millions, ça dépend des années. Vinci Airport, en 2 ans, s'est versé 2,4 millions d'euros de dividendes. Donc il faut bien comprendre que les dividendes, c'est vraiment quelque chose qui sort complètement de la société et qui va dans la poche des actionnaires. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout réinvesti dans l'infrastructure. Donc on a un département qui, lui, met toujours plus d'argent, pendant que cet argent-là, il repart dans les poches des actionnaires. Et le comble, c'est qu'au 31 décembre 2017, ils ont laissé 200 € dans la trésorerie, 203,55 € dans une trésorerie d'aéroport. C'était la fin de la concession ou... Non. Là, ils sont dedans jusqu'en 2026 ou 2027, je ne sais plus. Mais là, ils n'ont pas publié les comptes pour l'année d'après. Il y a un truc bizarre. Mais c'est vraiment ça le sujet, c'est-à-dire qu'on a un public qui lui continue à financer et fortement, et les bénéfices qui sont faits, eux, repartent vers les groupes privés. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les services qui sont délégués au privé. Donc, pour moi, en fait, ce sujet-là, c'est surtout un sujet de finances publiques. C'est-à-dire que moi, ma réflexion, c'est de me dire, on est vraiment à un moment
là, surtout en ce moment où les services publics sont en danger. On parle des hôpitaux, là les pompiers qui vont manifester pendant toute la semaine prochaine, etc. Et on nous explique qu'on n'a plus d'argent pour financer ces services publics, et à côté de ça, on a des centaines de millions, mais je pense qu'on arrive même au milliard, parce que de toute façon, rien que les autoroutes, c'est 3 milliards d'euros de dividendes qui partent vers les sociétés privées. C'est le double du budget de la santé en 2018. C'est-à-dire que ce que touche Vinci, Eiffage et Abertis sur les autoroutes, c'est le double du budget de la santé. C'est-à-dire que, et je parle des bénéfices là, je parle vraiment de ce qui reste quand on a payé toutes les charges, qu'on a remboursé ses dettes, c'est vraiment les bénéfices. Donc ça veut dire que si c'était l'État qui était exploitant des autoroutes, cet argent-là reviendrait dans ses caisses, le double du budget de la santé. Et donc pour moi, c'est vraiment ça le sujet, que ce soit au niveau local ou au niveau national, de se dire, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour les services publics, et à côté de ça, on laisse partir des milliards d'euros vers le privé sur la gestion de services publics. Et c'est ça vraiment qui me paraît intéressant pour sortir justement de ce sujet qui paraît un peu technique. On se dit, ah mais c'est un peu technique, c'est assez compliqué. Et c'est vrai, moi quand j'écris mes articles, je me rends bien compte qu'ils sont difficiles à comprendre. Ça demande, voilà, on lit pas ça facilement. Mon livre, je pense que voilà, c'est pas le livre de chevet qu'on prend avec plaisir. Mais il faut vraiment avoir en tête que c'est vraiment la notion d'intérêt général qui est derrière en fait. Vous avez démarré aussi avec les parkings, avec une histoire qui se passe dans l'Est. À Béthune, dans le Nord, pardon. Racontez-la, parce qu'elle a quelque chose d'assez étonnant. Ça c'est vraiment un exemple de contrat mal ficelé. Mais en fait, moi, depuis, j'ai travaillé, parce que du coup, j'ai commencé à travailler sur les autoroutes, j'ai fait mon livre. Donc, mon livre, il se concentre sur des sujets très précis, par exemple, comme Béthune. Par contre, depuis, je continue à travailler pour la Gazette des communes et pour Médiacité. Et donc, maintenant, je suis capable de voir que ce sont pas juste, que c'est pas un cas particulier, que ce sont des choses qu'on retrouve ailleurs. Et à Béthune, on a tout. En plus, il y a peut-être une affaire de corruption derrière, mais il y a prescription, donc on n'en parlera pas. Mais à Béthune, c'est tout simplement que le maire, dans les années 90, a décidé, Béthune, donc c'est dans le Nord, et dans le Nord, vous avez des beffrois, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc dans le centre historique, sous le beffroi, il a voulu construire un parking souterrain. Donc ça coûtait très cher. Béthune, c'est une ville de... je ne sais pas, peut-être 15 000. C'est 20 000, c'est ça, 15 000, 20 000 habitants. Et donc il a voulu construire un parking parce qu'il voulait faire une nouvelle halle à manger sur la place de la ville. Et donc il a dit, si on fait une nouvelle halle à manger, on aura besoin de plus de stationnement, donc on construit le parking en ouvrage. Donc ça a coûté très cher parce que c'était une technicité très importante. Et donc il a lancé la construction de parking, il a signé un contrat avec Q-Park qui a pris un contrat de 30 ans pour construire le parking, et le contrat il stipule que Q-Park ensuite va se rembourser pendant 30 ans en touchant les recettes du parking en ouvrage plus les recettes du stationnement en voirie. Il faut savoir que pour la voirie, ça veut dire que la municipalité paye l'entretien et les ASVP qui mettent les contraventions, mais que les recettes partent chez Q-Park, déjà premièrement. Deuxièmement, ce qui s'est passé, c'est que ça a changé de municipalité et que la nouvelle municipalité a dit non mais cette histoire de halle à manger, ça ne tient pas la route, on ne va pas la faire. Donc ils se sont retrouvés avec un parking qui en fait ne servait à rien parce qu'il n'y a pas eu ce besoin de stationnement en plus. Et sauf que dans le contrat, ils avaient mis une clause qui disait que si Q-Park ne touchait pas les recettes attendues, la ville devait compenser. Et ça, c'est une clause qu'on retrouve dans beaucoup de contrats. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, la ville de Béthune paye 400 000 € par an à son délégataire pour que le délégataire touche les recettes de son stationnement. Et elle paye en plus les ASVP, etc. Et sauf qu'en fait, ils commencent à se dire qu'ils sont prêts à rompre le contrat, quitte à payer des indemnités. Parce que le problème, c'est que c'est un contrat et qu'on ne sait pas pour quelle raison, à cette époque-là, ils ont signé un contrat de cette façon-là. Mais en tout cas, ils sont coincés. Aujourd'hui, le délégataire est dans son droit. Ils ont signé. Et donc, ils ont juste de la chance parce que la clause de compensation est plafonnée. Et donc, ils ne peuvent pas payer plus de 400 000 € par an. Mais donc là, aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de faire le calcul, de se dire, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de rompre le contrat, mais de verser, ça va être à peu près 10 millions € d'indemnité à Q-Park,
pour récupérer la gestion sur la durée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à Cannes. Ils ont fait ce choix-là en mai. Ils ont fait le choix de résilier leur contrat de DSP parce qu'ils estimaient qu'il est trop long. Mais par contre, ils sont au tribunal administratif et ils vont devoir payer des indemnités. Ils ne savent pas encore combien. Donc, et ça, c'est vraiment des choses, c'est plein de choses cumulées qui font qu'il y a des choix politiques. Là, à Béthune, on est clairement sur un maire qui est en fin de mandat, c'est Jacques Mélic. Qui avait été mêlé à l'affaire du tapis. Oui, voilà, il a quand même pas mal de casseroles. Mais on est vraiment sur un profil où on a un élu qui veut faire ses grands projets, parce qu'en fait, il n'a pas fait que le parking. En même temps, il a fait la piscine, et je ne sais plus, ils sont dans la même situation sur toutes les délégations de service public qu'il a signées à ce moment-là. Et donc il y a vraiment le côté de je veux mon infrastructure, et ça, Notre-Dame-des-Landes, c'est clairement ça aussi, l'idée d'avoir des acteurs économiques et politiques qui ont décidé qu'ils voulaient leur aéroport, leur grand aéroport du Grand Ouest, quel que soit le prix que ça puisse leur coûter derrière. Tout ça, ça arrive souvent. Et ensuite, on a derrière des collectivités, voire l'État, qui ne sont pas assez bien... qui ne sont pas assez forts face au privé, qui n'ont pas les moyens. En fait, souvent, les contrats sont préparés à l'avance par le privé qui a eu le marché. Et il arrive avec son contrat, et si la collectivité derrière n'a pas les moyens de mettre un vrai encadrement juridique, elle signe quasiment les yeux fermés. Et donc on a des privés comme ça qui font signer à peu près n'importe quoi. Et typiquement, sur les aéroports, là c'est très très flagrant. Parce que Vinci Airport s'est lancé sur les aéroports en 2004, avec Grenoble et Chambéry pour commencer, avant d'arriver à Nantes et à Rennes notamment. Et là, moi, je travaille en ce moment sur les aéroports d'Auvergne-Rhône-Alpes, où c'est vraiment catastrophique. Et ce que me disait une des personnes qui gère ça, il me dit, mais en fait, on a péché par excès de confiance, et j'ai tendance à le croire. Donc lui, dans une collectivité, et il me dit, on n'avait pas l'habitude que ça se passe comme ça. Nous, les collectivités, c'est un peu le monde des bisounours. Et en fait, on a tendance un peu à faire confiance à ceux qui arrivent en face. Puis en plus, bon, voilà, ils prenaient... Parce que les aéroports, ils ont été gérés pendant 50 ans par les CCI. Chambre de commerce. Voilà. Et du coup, ils ne connaissaient pas du tout le dossier, donc ils ont un peu signé. Et là, il me dit, bon, ben voilà, on a fait un premier contrat, ça allait à peu près. Deuxième contrat, ça c'est la technique de Vinci. Au début, ils font profil bas, ils gèrent, ils sortent pas trop d'argent, et puis au bout de 5 ans, là ça commence à envoyer, et le mot d'ordre c'est faut faire remonter un maximum d'argent à la maison mère. Et donc là ils sont au deuxième contrat, et ils me disent bon bah à la fin du deuxième on sera mieux armé, et le prochain ça va pas se passer pareil. Ça reste encore à voir. Alors, si on remonte un peu dans le temps, à quel moment ces délégations de services publics au privé ont commencé? Parce qu'avant, il y avait des régies municipales de l'eau, il y avait une restauration scolaire qui était souvent municipale, enfin, qui, dans l'agglomération, on a, souvent ça reste comme ça, et puis voire on remunicipalise ce genre de services publics. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Alors déjà, ça a quand même commencé avec l'eau, parce que l'eau, c'est l'inverse. L'eau n'a jamais été municipale, parce qu'au contraire, ça a commencé au 19e, où c'est la Compagnie Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux qui ont construit tous les réseaux. Et du coup, on s'est retrouvé avec des contrats qui n'en étaient pas. Il n'y avait pas vraiment de contrat à l'époque. Et certains ont couru jusqu'à, par exemple, à Rennes, ils l'ont rompu en 2013. C'était le contrat d'origine qui datait de 1800 et quelques. À Lyon, ils sont toujours avec Veolia depuis 1865. Et donc ça a vraiment commencé avec l'eau sur le fait de construire des infrastructures. En fait, l'idée à la base de ce qu'on appelle la concession, c'est de faire appel à un privé parce qu'on n'a pas les moyens de construire une infrastructure. Ce qui s'est fait, une des premières concessions, c'est le canal du Midi par exemple, avec sous Louis XIV, Pierre-Paul Riquet, qui est un ingénieur à qui le roi a dit mettez toute votre fortune là-dedans, puis vous aurez l'exploitation. Et lui, il est mort avant la fin de la construction, mais ses descendants ont eu l'exploitation dans les années 1920. Et donc c'est vraiment quelque chose d'assez vieux, le fait de dire on va confier au privé parce qu'on n'a pas les moyens. Donc il y a eu l'eau. Après, il y a eu des phases où ça a été un peu mis de côté, notamment après la Seconde Guerre, avec les phases de nationalisation. Mais l'eau est toujours quand même restée dans les mains de ces entreprises-là. Et il y a eu un regain dans les années 90, et ça a recommencé avec le viaduc de Millau. Mais où là, effectivement, qui a été construit et toujours en concession avec Eiffage,
mais où là, effectivement, c'est pas absurde de faire appel au privé dans ces cas-là, où je sais plus combien, j'ai plus des montants en tête, mais il y a du milieu, c'était une construction énorme, donc effectivement, que l'État n'ait pas les moyens de mettre l'argent sur la table et fasse appel au privé, ça reste, c'est tout à fait possible. C'est ce qui s'est passé aussi avec les autoroutes en fait. Et sur les autoroutes, ce qui fait le gros problème aujourd'hui, c'est qu'elles ont été construites en délégation de service public. L'État a demandé à des sociétés de construire les autoroutes. Pareil, c'était pas aberrant. La grosse différence, c'est que les sociétés d'autoroutes de l'époque étaient des sociétés d'économie mixte. Donc l'État a été actionnaire majoritaire. Donc en fait, l'État a signé des contrats avec lui-même pour construire les autoroutes. Il était actionnaire majoritaire et l'idée c'était que dans les années 90, quand le réseau serait mature et commencerait à être rentabilisé, à l'origine ils voulaient supprimer les péages. Après ils se sont dit on va pas supprimer les péages, par contre ça va devenir une rente pour l'État, ce qui n'est pas absurde. Et là où l'absurdité arrive, c'est quand en 2002 ils commencent à vendre leur part et en 2005 ils vendent tout. Et là, ils n'ont pas modifié les contrats. Donc ils se sont retrouvés avec des contrats qui avaient été signés entre l'État et l'État et qui du coup étaient à l'avantage de l'État actionnaire, et ils ont gardé les mêmes contrats qui sont restés à l'avantage de l'actionnaire privé. Et ça, c'est vraiment et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Cour des comptes, c'est l'autorité de la concurrence, enfin, il y a eu de nombreux rapports sur le sujet qui expriment ça. Et c'est vraiment ça la grande difficulté. Mais du coup, là, aujourd'hui, on revient un peu... après, dans les années 90, il y a eu beaucoup de vagues sur les parkings, sur les cantines, etc. Et effectivement, maintenant, depuis 2015, il y a un petit retour en arrière qui a commencé avec l'eau, parce que du fait que c'était des contrats qui, certains, pouvaient durer depuis un siècle, il y a eu la loi Barnier, en 95, qui a instauré le fait qu'au bout de 20 ans, on pourrait mettre fin à un contrat d'office. Et donc du coup, 95 la loi, 2015, il y a des collectivités qui ont pu dire nous on met fin au contrat. Et c'est ce qui s'est passé par exemple avec des villes comme Nice. À Rennes aussi, l'eau à Rennes. Donc, et c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas du tout coloré politiquement. Parce que Nice c'est la ville d'Estrosi. Et Nice a repris tous ses services en régie directe, tous, absolument tous, depuis 3 ans. C'est-à-dire parking, restauration scolaire... Ouais, ils ont tout repris en régie directe, et j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec... Chauffage urbain, etc. Et j'ai échangé avec l'adjoint qui m'expliquait que c'était pas du tout idéologique, mais c'est qu'ils ont fait des calculs, voilà, ils ont fait des études, des audits, et puis ils ont conclu qu'à chaque fois c'était plus intéressant pour la collectivité de reprendre en régie directe. Et en 2015, on a aussi donc une ville comme Rennes qui, elle, n'a pas repris en régie directe, elle a créé ce qu'on appelle une société publique locale. Donc ça reste une délégation au privé, mais c'est une société où il n'y a que la collectivité qui est actionnaire. Ce qui fait que, d'abord, pour l'instant, ils ne se versent pas de dividendes parce qu'ils gardent les bénéfices faits pour les réinvestir sur le réseau. Mais même s'ils décidaient de se verser des dividendes, ce serait juste une recette supplémentaire pour la collectivité. Et donc effectivement, il y a un petit mouvement qui commence par l'eau, et peut-être que ça va sur les cantines aussi. En plus, il y a eu pas longtemps, il y a une enquête, je crois que c'était France Inter qui a sorti une enquête sur des problèmes dans les cantines gérées par... c'était pas Sodexo, c'était l'autre. Parce qu'il y en a deux, il y a deux majeurs. Et donc, en tout cas, il y a une réflexion qui pointe et où on se dit peut-être qu'on pourrait faire les choses autrement. En même temps, ils vont privatiser l'aéroport de Paris. Donc, c'est quand même pas gagné. Et sur l'aéroport de Paris, il faut bien avoir conscience que le sujet, c'est pas un aéroport parisien. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir comment sera géré un aéroport parisien? D'abord, c'est pas un aéroport parisien, c'est le premier aéroport français, c'est la première porte d'entrée de la France, c'est 60% du trafic passager d'avion en France, c'est 80% du fret, donc 80% du fret aérien arrive par l'aéroport de Paris. Et ensuite, c'est une rente pour l'État, pas aussi forte que celle des autoroutes, mais l'État aura gagné bientôt 10 milliards d'euros, 1 milliard d'euros de dividendes. L'année prochaine, il aura gagné 1 milliard d'euros de dividendes depuis 2005 sur l'aéroport de Paris. Et donc la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on se priverait de dividendes, d'une entreprise qui gagne de l'argent, qui en rapporte. En fait, il y a vraiment un problème de connexion entre se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les services publics qui sont rentables et qui rapportent de l'argent pour financer les autres? Et en fait, non, pour l'instant, l'idée, c'est on va confier ce qui marche au privé, parce que de toute façon, le privé, il n'est pas fou, et il ne va pas aller sur une infrastructure qui ne fonctionne pas. Et on va faire des économies sur les services publics qui ne marchent pas. Donc, on marche vraiment un peu sur la tête. Donc, il y a une petite réflexion,
peut-être au niveau local, mais c'est quand même pas la majeure partie du territoire. Alors venons-en au gros morceau, les aéroports. Vous avez beaucoup travaillé sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes et du non-transfert de Notre-Dame-des-Landes, de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes, pardon. Et vous êtes, lorsque le gouvernement a annoncé, il y a bientôt 2 ans maintenant, l'abandon du transfert, vous avez beaucoup travaillé, en particulier sur le contrat liant Vinci à l'État, et vous y avez trouvé quelques pépites. Oui, mais là, typiquement, on est vraiment dans le dossier politique. Enfin, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'ils avaient fait de la méthode Coué sur cette affaire-là. C'est-à-dire que vous êtes bien placé pour savoir que c'est un dossier qui date depuis 40 ans, 50 ans, et qu'en fait, ils ont accéléré les choses dans les années 2002, quand il y a eu l'enquête publique, et qu'ils ont fait la DUP. Alors, il faut savoir aussi que le monsieur qui a signé, le préfet qui a signé la DUP pour Notre-Dame-des-Landes, c'est monsieur Agustin. En 2008, il signe la déclaration d'utilité publique de Notre-Dame-des-Landes, et en 2010, il est conseiller de Vinci Autoroute. Et je l'ai croisé il y a 3 semaines, il est toujours conseiller du président de Vinci Autoroute. Voilà, ça, on ne saura jamais. Mais, et du coup, en fait, ça donne vraiment l'impression qu'ils ont accéléré les choses, parce qu'en plus, ils ont signé la DUP avant même d'avoir toutes les autorisations préfectorales, par exemple, sur l'environnement. Et on a vraiment l'impression qu'ils ont poussé les choses pour signer au plus vite, qu'ils ont fait courir, ils ont commencé ce contrat en décembre 2010, et normalement, Notre-Dame devait rentrer en service d'après le contrat en 2018. Et après, ils ont laissé courir. C'est-à-dire que moi, j'avais eu Dominique Bussereau au téléphone, qui à l'époque était ministre des Transports, chargé des Transports. Et quand je lui avais dit, mais à partir, moi, je ne discute pas de la pertinence ou pas d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est à partir du moment où vous avez signé un contrat, si vous ne l'honorez pas, il va vous coûter très très cher. Donc, si vous le signez, vous faites en sorte de l'honorer. C'est-à-dire que vous signez en décembre 2010, en janvier 2011, vous faites en sorte que la ZAD soit libérée. Elle n'existait même pas encore vraiment, la ZAD. Oui, ça a commencé, mais c'était encore gérable. Donc voilà, vous envoyez les tractopelles et vous y allez. Enfin, faut pas tergiverser. Et lui, ce qu'il m'a répondu, c'est on a signé parce que M. Fillon et M. Ayrault nous mettaient la pression, et M. Fillon qui était Premier ministre à l'époque. Et après, on s'est dit, après on est parti dans les présidentielles, parce qu'on était en 2011 avec les 2012 qui avaient, et en gros on s'est dit, si on perd les présidentielles, c'est François Hollande qui va gagner, Ayrault sera Premier ministre, et ben on va lui laisser son petit bébé, il le voulait, il se débrouillera bien avec. Et donc en fait, ils n'ont rien fait. Ils ont signé, et après ils ont attendu que ça se passe, et ça a abouti à l'opération César en 2012. 2012, oui. Où effectivement là, il y a eu une volonté automne 2012. Voilà. Et donc, sauf que là, c'était déjà trop tard. La mobilisation était beaucoup trop forte pour pouvoir dire maintenant on peut faire. Et donc après, ils se retrouvent avec un contrat où le privé, à la limite, il est responsable de pas grand-chose dans cette histoire. Alors c'est vraiment le politique qui est responsable d'avoir signé un contrat. Et donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ils ont résilié le contrat. C'est officiel depuis le 28 octobre. C'est paru au journal officiel. Et que maintenant, il va falloir payer des indemnités, parce que Vinci, ils avaient signé un contrat jusqu'en 2055 avec des revenus annuels assez conséquents, et qu'il va falloir leur indemniser ce qu'ils estiment avoir perdu. Mais ça, c'est contractuel. Donc, parce que, comme je travaille beaucoup sur Vinci, parce que comme je travaille beaucoup sur les autoroutes et sur les aéroports, je passe souvent leur route, donc on pourrait avoir l'impression que j'ai une dent contre eux et que je les ai dans ma ligne de mire. Alors que pas du tout, le sujet, c'est pas Vinci à la limite, même s'il y a évidemment aussi du lobbying sur les autoroutes, c'était très vrai. Mais le sujet, c'est quand même que c'est la puissance publique à un moment qui signe un contrat, et qu'a priori, on leur a pas mis un pistolet sur la tempe pour le signer. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce contrat? Parce que l'indemnité, on la connaît pas, justement. Non, parce que ça, c'est des calculs très complexes, donc il y a c'est des clauses quasi secrètes.
Alors oui, il y a un problème de transparence, parce que le contrat en lui-même, il est public, il est au journal officiel, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a un article qui dit qu'en cas de résiliation anticipée, il y a une formule très impressionnante que personne ne peut comprendre, qui explique comment ça va se passer. Et donc là, ce qu'ils sont en train de faire, normalement, mais je pense que c'est un peu gelé, parce que comme il y a l'aéroport de Paris en ligne de mire, et Vinci aussi dessus, les négociations doivent être un petit peu arrêtées pour l'instant. Mais normalement, ils doivent se mettre d'accord sur la bonne indemnisation. Donc aujourd'hui, on a par exemple un juriste nantais qui travaillait pour la CIPA, qui lui avait fait un calcul qui estimait à 270 millions d'euros ce que l'État devait à Vinci, au regard de cette fameuse formule. Le Conseil d'État, lui, parle plutôt de 350 à 450 millions d'euros. Mais dans les faits, c'est quasiment impossible à savoir, et ce ne sera pas transparent surtout. On n'aura jamais cette information-là, on ne saura jamais. Et moi, je vais m'intéresser à ça après, parce qu'ils ont résilié le contrat et ils viennent de lancer l'appel d'offres pour le futur contrat. Et en fait, il faudrait voir si c'est Vinci qui récupère la future concession et dans quelle mesure ils ne vont pas aussi se rattraper là-dessus. Enfin, la négociation va peut-être plutôt se baser sur le futur contrat que sur l'ancien, en fait. Et puis, il y aura observer également à qui Aéroport de Paris va échoir. Et il y a un point surtout aussi sur Notre-Dame Atlantique, c'est que comme il devait récupérer Notre-Dame, il ne devait pas investir sur Atlantique, ça c'était le contrat. Et par contre, il devait mettre de côté les recettes de Atlantique, il devait les mettre dans une réserve pour financer Notre-Dame-des-Landes. Ils ont effectivement fait cette réserve. En sachant qu'il y a eu des taxes de prélevées sur chaque passager. Voilà, c'est les redevances. On payait une redevance spécifique. En plus, elles ont été augmentées de 2% pour financer Notre-Dame-des-Landes. Et donc effectivement, les passagers payaient, enfin surtout les compagnies en fait, parce que c'est les compagnies qui payent, après elles ne répercutent pas sur les passagers. Et donc aujourd'hui, ils ont une cagnotte estimée entre 100 et 120 millions d'euros qu'ils n'ont pas utilisée. Et la question c'est, est-ce que l'État va la récupérer? Est-ce qu'elle va être, s'ils ont le nouveau contrat, est-ce qu'elle va être réinvestie? Alors dans l'appel d'offres, il est indiqué qu'elle devrait être réinvestie dans la future concession, mais si c'est Vinci qui la conserve, est-ce que ce ne sera pas transparent? Et en plus, parce que ça c'est un élu qui me disait ça, un élu breton, qui disait cette réserve, elle fait des petits, elle fait des intérêts. Donc on aimerait bien savoir combien ils ont gagné depuis 10 ans, qu'ils mettent ça de côté, au lieu de le réinvestir dans Nantes-Atlantique. Alors qu'à Nantes-Atlantique, aujourd'hui, il y a des besoins en termes d'infrastructure, voilà. Et donc en fait, ils sont coincés par leur contrat, mais en même temps, la faute en revient vraiment à l'État. Alors pourquoi l'État ne s'équipe-t-il pas, ne sollicite-t-il pas les bons juristes pour négocier ces contrats? Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Ça, franchement, j'ai pas la réponse. Je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas de vision à long terme. C'est que, en soi, le contrat en lui-même, si tout s'était passé comme prévu, c'était un contrat de concession comme un autre, comme c'était une infrastructure à construire, c'était pas aberrant de faire appel à un privé pour mettre 500 millions d'euros. Enfin, quoi qu'il était financé quand même pour moitié par les collectivités locales. Parce qu'il y a ça aussi, c'est le fait que d'avoir fait une concession de 550 millions, dont en fait 260 millions sont apportés par le public, ça aussi c'est une aberration. En fait, moi je pense qu'ils sont coincés parce que le privé pose ses conditions et qu'en fait c'est ça ou rien. Et que comme ils veulent absolument leur aéroport, ils sont obligés de prendre les conditions qui sont imposées par le pays. C'est ce qui se passe aussi sur la LGV Tours-Bordeaux avec Vinci. Ou encore parce que en fait... Sachant que là, c'est pas une délégation, la ligne bretonne vers l'ouest, justement, voilà. C'est deux montages différents. Voilà, et c'est ça qui fait la grande différence. Et c'est vraiment pour des raisons politiques et aussi conjoncturelles. En fait, sur Tours-Bordeaux, ils voulaient la LGV, et pareil, moi j'avais eu Eiffage à l'époque qui m'avait dit, mais nous on a répondu, mais à minima, parce qu'on sentait bien que ça serait pas assez rentable et qu'on ne voulait pas se casser les dents là-dessus. Parce qu'eux, ils se sont déjà cassés les dents sur Perpignan-Figueras, et ils avaient déposé le bilan et ils n'avaient pas envie de recommencer. Et en fait, ce que Vinci a fait, c'est qu'ils ont dit, ok, nous on vous fait votre ligne, mais par contre, pour être sûr de la rentabiliser, parce qu'en fait, tout se joue sur les prévisions de trafic. Et là, bon,
j'écris pas ça, donc on va dire que c'est off. Mais j'ai vu le directeur des concessions d'Eiffage il y a 2 semaines qui publiquement disait que tout le monde savait que les prévisions de trafic, c'est quelque chose qui est toujours revu en fonction de ce qu'attend le concédant. C'est-à-dire que, en fait, c'est tout ce qui fait l'économie du contrat. C'est-à-dire que, par exemple, sur la LGV, on leur dit, vous allez nous faire une LGV à 3 milliards, vous vous rembourserez sur tant d'années parce qu'il y aura tant de trafic qui rapportera tant d'argent avec les billets. Et en fait, pour arriver à faire en sorte d'arriver à leur niveau, ils ont augmenté les prévisions de trafic, ils les ont surestimées. Et ensuite, comme Vinci, eux, ils ne sont pas fous et qu'ils ont bien senti qu'il y avait un risque, ils ont obligé la SNCF à faire rouler 30 allers-retours par jour, qui soient pleins ou vides. C'est-à-dire que elle paye des péages. Du coup, elle leur paye des péages obligatoirement. Donc même si leur train est vide, la SNCF paye quand même les péages. Donc eux, ils sont assurés d'avoir leurs recettes. Par contre, c'est la SNCF qui va devoir faire la différence. Qui ajuste. Et en l'occurrence, j'ai pas retravaillé dessus depuis 3 ans, mais quand j'ai fait mon livre, ils estimaient à 200 millions d'euros les pertes par an pour la SNCF. Et donc, mais ça, c'est parce que voilà, Vinci, il leur a dit, nous, c'est ça ou rien. Et comme ils voulaient absolument leur LGV, et qu'il n'y avait que Vinci qui était sur le coup et qu'il a imposé ses conditions, ils ont dit oui. En Bretagne, ils n'ont pas fait la même chose. C'est Eiffage, là. Voilà, c'est Eiffage. Et d'ailleurs, si Vinci a postulé, mais ils n'ont pas fait une offre mirobolante parce que c'était pas aussi intéressant. Ils ne sont pas partis sur une concession, ils sont partis sur un marché de partenariat où Eiffage a construit la ligne, mais ensuite l'État et SNCF, Réseau, l'État et les collectivités, elles ont mis l'argent cash sur la table, payent un loyer fixe de temps par an pour rembourser Eiffage sur 25 ans. Ce qui fait que Eiffage n'est pas lié au trafic qu'il y a sur la ligne. Enfin, c'est un loyer qui a été calculé dans 25 ans, vous êtes remboursé. Et en fait, en Bretagne, ils ont fait ça parce que la LGV Tours-Bordeaux, au niveau du trafic, on peut imaginer que comme après, quand on va à Bordeaux, on peut continuer à descendre. Normalement, il y aurait eu la LGV vers Toulouse et ensuite, de toute façon, il y a l'Espagne. Donc, on peut toujours essayer d'augmenter le trafic et il y a une possibilité. En Bretagne, pour aller à Brest, on ne peut pas inventer le trafic qui va à Brest. Les gens, ils vont à Brest ou ils n'y vont pas, mais ils n'y vont pas par hasard. Donc vraiment, en Bretagne, ils se sont dit ça. Ils ont dit, mais nous, on ne peut pas être lié à un privé qui va augmenter les tarifs des billets pour pouvoir se rembourser parce que le trafic, lui, il n'évoluera pas de toute façon. Et donc, ils ont réussi à mobiliser toutes les collectivités locales, la région et les collectivités locales, pour qu'ils arrivent avec, je n'ai plus les montants en tête, mais ils ont mis 25% 30% sur la table du budget total. Et à partir de ce moment-là, ils ont dit, nous, on le fait, on a une partie de l'argent, par contre, on le fait en marché de partenariat, on perd un loyer, mais on ne veut pas du système de concession. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire pression sur l'État. Parce que ce que m'a dit le vice-président au Transport de Bretagne, c'est que c'était en 2005-2007, au même moment que la LGV Tours-Bordeaux, et qu'au niveau de l'Élysée, on privilégiait vraiment la concession comme mode de construction. Alors, les aéroports, que va-t-il à Paris, c'est sûr, ce sera privatisé? Enfin, privatisé, non, c'est pas le bon mot. Il y aura une délégation. Alors si justement... Parce qu'il y a encore le vote voilà. pour éventuellement... Donc, oui, enfin, le vote, le référendum. Donc là, sur l'aéroport de Paris, la première chose, c'est qu'effectivement, il y a une possibilité de remettre en cause cette privatisation, parce qu'en fait, c'est bien une privatisation, je vais y revenir, en signant le référendum qui est en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. Et si on arrive à 4,5 millions de signatures, aujourd'hui on est à 930 000 à ce jour-là, j'ai regardé tout à l'heure. Si on arrive à 4,5 millions de signatures, ils seront obligés de faire un référendum. Et on peut imaginer que le référendum pourrait voter contre cette privatisation et qu'elle serait annulée. On a jusqu'au 9 mars pour voter. Donc ça vaudrait quand même le coup de voter juste pour voir ce qui se passe, quoi. Mais au moins on aura essayé. Mais par contre, c'est effectivement une privatisation. Parce qu'en fait, ce qui fait la différence avec Aéroport de Paris et par rapport à ce que je disais... En rappelant aussi qu'à Aéroport de Paris, on va voir souvent Roissy-Charles de Gaulle, mais c'est aussi Orly et le Bourget. Ouais. Oui, et puis surtout, c'est la plateforme aérienne française qui concentre la majorité du trafic. Et ce qui fait la différence, c'est qu'en 2005, l'État a créé une société qui s'appelle Aéroport de Paris, dont il est actionnaire majoritaire. Et ce qu'ils ont fait en 2005, c'est que l'infrastructure appartient à la société. Donc c'est vraiment toute la différence avec les autoroutes où les sociétés
d'économie mixte qui ont construit les autoroutes n'étaient pas propriétaires, elles étaient effectivement des délégations de service public. Là, Aéroport de Paris est propriétaire de l'infrastructure et du foncier. Et c'est ça, et honnêtement, il y a 2 semaines, j'étais au Conseil d'État parce qu'il faisait un colloque sur les privatisations, et même le président des finances du Conseil d'État a conclu en disant qu'on avait vraiment un problème, alors que c'est eux qui ont validé juridiquement la vente au mois de juin, mais ils ont quand même conclu en disant qu'on avait quand même vraiment un risque, c'est parce que si on privatise, on va avoir un privé qui va devenir propriétaire de 6600 hectares en région parisienne. Donc sur ces 6600 hectares, il y en a 4500 qui sont dédiés aux services aéroportuaires, donc là ce sera régulé, on peut en faire ce qu'ils veulent. Il y a 2000 hectares qui sont des surfaces commerciales, donc là ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même si aujourd'hui elles sont majoritairement déjà occupées, mais il y a encore 400 hectares qui sont inoccupés, et typiquement, Europa City, qui a été annulée il y a 1 mois ou 2, les autorisations ont été annulées. Typiquement, là, Europa City, le porteur de projet, si Aéroport de Paris est privatisé, il peut très bien aller voir Aéroport de Paris, la société, qui a 400 hectares de libre, et lui dire, bah, écoutez, ça ne vous intéresse pas notre projet, parce que nous, on aimerait bien s'installer chez vous. Et là, quels sont les garde-fous? Alors, Bruno Le Maire répète partout qu'il y aura les garde-fous nécessaires. On ne les a pas encore vus, d'autant plus que le cahier des charges ne sera pas rendu public. Et là, vraiment, les collectivités locales s'inquiètent vraiment de ce qu'on va faire de leur territoire si c'est privatisé. Et c'est vraiment, il y a vraiment un risque de perte de contrôle, d'aménagement du territoire. Et je sais que le risque est avéré parce que, par exemple, sur Lyon, j'ai un document qui explique que la communauté, le Grand Lyon, donc Lyon a été, pour le coup, c'est une délégation de service public, mais Vinci est devenu majoritaire dans l'entreprise qui gère l'aéroport de Lyon en 2016. Et aujourd'hui, en 2016, il était prévu, quand ils ont récupéré, qu'il y ait toute une zone qui devait racheter le foncier pour développer ce qu'ils appellent la plaine Saint-Exupéry. Donc c'était un projet d'aménagement du territoire du Grand Lyon. Et là, ça fait 2 ans que chaque année, au moment du conseil de surveillance, la collectivité dit à Aéroport de Lyon, mais on ne comprend pas, il n'y a plus d'acquisition foncière, qu'est-ce que vous faites? Ils n'ont pas de réponse. Donc en fait, leur projet, il est en train de stagner parce que l'Aéroport de Lyon n'achète pas les terres comme il devait faire. Et là, ils n'ont aucun moyen de pression. À part dire, mais on aimerait bien que vous fassiez quelque chose, ils peuvent rien faire. Et donc, vraiment, sur l'aéroport de Paris, le risque, il est vraiment là. Après, il y a aussi des risques sur les nuisances aériennes, etc. Ou par exemple, ça c'est à Toulouse qu'ils ont beaucoup de mal à faire contrôler, à réguler le trafic. Enfin, mais l'aéroport de Paris, c'est vraiment un risque foncier, en plus d'être une perte de recettes pour l'État français. On ne va pas accabler trop plus Vinci. Vous avez travaillé aussi sur l'aéroport de Toulouse, qui est encore un autre montage. Alors en fait, Toulouse, c'est comme Lyon et Nice, c'est des aéroports qui ont été construits par l'État, où l'État est propriétaire de l'infrastructure et délègue à une société. Sauf que jusqu'en 2016, l'État était actionnaire majoritaire, c'est exactement comme les autoroutes. En 2016, Emmanuel Macron, ministre de l'économie... Oui, c'est ça, oui. Oui. C'était Valls, Premier ministre. Voilà, ouais. C'est Emmanuel Macron qui a clairement mené ces privatisations, enfin, ces ventes-là. Et donc en 2016, il a vendu les parts de l'État à Lyon, à Toulouse et à Nice. Et à Toulouse, il les a vendues à un consortium chinois, à un fonds d'investissement chinois. Et en fait, ce qui se passe depuis 2016, c'est que le fonds d'investissement fait vraiment le minimum en termes de développement d'infrastructures, en termes d'investissement. Ils ont des soucis aussi pour faire contrôler les nuisances aériennes, mettre un couvre-feu en place, etc. Et surtout, ils vident les caisses. Mais depuis 2016, ils sont arrivés en 2016, les chiffres, il faudra faire attention, mais en gros, il y avait une trésorerie, le chiffre est faux, mais c'est pour vous donner une idée, il y avait une trésorerie peut-être de, je crois que c'était 50 millions quand même. Il y avait une trésorerie de 50 millions. La première année, en 2016, ils ont dit on veut prendre des dividendes. Et puis ça leur faisait, je sais pas, 2 ou 3 millions d'euros de dividendes. Ils ont dit c'est pas assez, ils ont pris 25 millions dans la trésorerie. Grosso modo, c'est ça. Et depuis, ils font ça tous les ans. Mais en même temps, en fait, c'est pas très différent parce qu'au final, Vinci fait exactement la même chose sur Grenoble, Clermont. Donc ces aéroports sont rentables.
Oui, alors après, ils sont rentables aussi parce que les collectivités, elles mettent de l'argent pour investir. Donc c'est là aussi où on marche sur la tête. Par exemple, à Clermont, ils ont sorti 1 million d'euros de dividendes l'année dernière, et le syndicat mixte, où il y a les 3 collectivités dedans, ils mettent 7 millions d'euros sur l'infrastructure, pour financer l'infrastructure. Et là, ils disent clairement qu'ils comprennent. Par exemple, ils ont mis 3,5 millions d'euros pour développer le fret, pour refaire l'espace d'accueil, la plateforme de fret. Et là, dans un document que j'ai, ils disent mais on ne comprend pas, nous on a investi, et maintenant quand est-ce que vous allez développer et utiliser l'investissement qu'on a fait? Donc eux, ils mettent de l'argent sur la table, le privé, lui, il le ressort en dividendes, sachant qu'il n'y a pas que les dividendes, et ça je l'avais aussi écrit sur Rennes. Et en fait, je parle des aéroports, mais il faut vraiment se mettre en tête que ces mécanismes-là, on les retrouve partout. C'est qu'en fait, il n'y a pas que les dividendes. C'est qu'en plus de ça, souvent, le service public peut se retrouver à être beaucoup plus cher parce qu'ils mettent en place des mécanismes pour gagner plus d'argent, mais du coup, ils augmentent les charges de la société. Alors, un exemple, ils font ça à Rennes et ils font ça à Clermont, c'est qu'ils ont une trésorerie à Rennes de 11 millions d'euros à l'aéroport de Rennes. Donc, c'est quand même plutôt bien pour une infrastructure. Sauf que pour le coup, ils tapent dans la trésorerie pour se verser des dividendes. Par contre, ils ne l'utilisent pas pour investir. Pour investir, ils empruntent. Ils empruntent à des taux jusqu'à 10%. Et ils empruntent à qui? À Vinci Airport. Voilà, ça c'est la magie de la rentabilité. Donc, ils font ça aussi à Clermont. Ils empruntent à des taux de 10% à leur propre maison mère, ce qui fait que ça leur permet de faire remonter de l'argent à la maison mère. Sauf que ça plombe la société qui, elle, se retrouve avec des taux d'emprunt, avec des intérêts beaucoup plus importants, alors qu'elle aurait les moyens d'utiliser sa trésorerie pour investir. Et ça, ils le font aussi sur l'eau. Vous avez raconté récemment, c'était sur Médiacité, je crois, qu'il y a des victimes collatérales aussi, ce sont les amateurs qui aiment bien faire des petits tours d'avion. Oui, alors ça c'est encore sur les aéroports, mais effectivement, puis surtout à Nantes. En fait, en 2016, Vinci a décidé de s'attaquer aux aéroclubs présents sur les plateformes. Donc, les aéroclubs, ce sont des associations qui, jusque-là, avec les CCI, majoritairement, soit ne payaient pas de loyer, soit pouvaient payer jusqu'à 2-3 000 euros par an, mais souvent, elles ne payaient pas de loyer. Et Vinci est arrivé en 2016 en réclamant 100 000 euros par an, par aéroclub. Donc à Chambéry et à Clermont, ils ont réussi à négocier, et aujourd'hui ils sont à peu près à 11 000 euros. Là, Clermont, ils viennent de tomber d'accord sur un loyer de 11 000 euros. Bon, ils passent quand même de 0 à 11 000. Mais ils sont plutôt contents. Par contre, à Nantes, c'est très très compliqué. Et là, on leur réclame toujours 100 000 euros. Et en plus de leur réclamer 100 000 euros, comme il y a un problème de place sur notre Atlantique en ce moment, ils veulent installer un nouveau parking avion devant le hangar de l'aéroclub. Donc en fait, l'aéroclub va être soumis au mouvement des avions pour pouvoir entrer ou sortir de son hangar. Là, clairement, sur Nantes, on sent qu'ils veulent les mettre dehors pour gagner de la place, et donc et en off, a priori, Vinci n'a pas du tout l'intention de négocier, ils restent fixés sur leurs 100 000 euros, sachant que l'aéroclub mettrait la clé sous la porte à ce niveau. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, autant à Nantes, on peut comprendre le problème de place, autant à Clermont, Chambéry, on ne comprend pas trop pourquoi, enfin 100 000 euros pour eux c'est quand même pas grand chose, et on ne comprend pas trop pourquoi par principe il n'y a pas de petites économies en fait. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Mais du coup, pour faire le lien aussi par exemple avec l'eau, ce que je disais tout à l'heure sur les remontées de maison mère, il faut avoir par exemple en tête que sur l'eau, ce qui peut coûter très cher à la collectivité ou à l'usager quand c'est répercuté sur le tarif, c'est ce qu'on appelle les frais de siège. Et ça, Vinci aussi le fait sur ses aéroports, c'est le fait qu'ils facturent en fait souvent c'est des sociétés filiales qui derrière, par exemple à Lyon, ça s'appelle Eau du Grand Lyon. Donc quand on ne connaît pas, on se dit ah c'est cool, c'est une régie, c'est l'eau du Grand Lyon, c'est de la collectivité. Donc non, c'est une société de Veolia. Et Eau du Grand Lyon, plutôt Veolia facture à Eau du Grand Lyon 2,5 millions d'euros par an pour des frais de siège. Donc c'est des frais qu'elle met à disposition de sa filiale qui viennent de la maison mère à Paris. Donc ça fait quand même cher le siège, sachant par exemple à Paris sur le CEDIF, le syndicat des eaux parisiens, c'est monté jusqu'à 7 millions d'euros par an. Donc après, si vous faites le calcul que vous avez en tête qu'ils ont à peu près 60% du réseau d'eau en France, qu'à chaque fois ils ont des contrats différents, qu'à chaque fois ils ponctionnent des frais de siège, ça fait très très cher le siège. Et ça c'est pareil, c'est la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes qui le relèvent à chaque fois. Et sauf que comme c'est des charges en plus pour la société, il faut bien que ça se répercute à un moment. Donc souvent ça se répercute sur le prix de l'eau facturée à l'usager. Sur le prix du mètre cube, d'accord.
Une dernière question avant de faire la pause et de prendre le rafraîchissement promis par le café citoyen. C'est pourquoi les politiques qui sont élus, à qui les citoyens confient un mandat, pourquoi est-ce qu'ils ne reprennent pas la main? Alors, moi, j'étais partie un peu naïve en me disant mais c'est pas possible, comment ils peuvent prendre ce genre de décision, et je suis un peu dépitée depuis parce que j'en discute avec de plus en plus soit d'élus, soit d'agents territoriaux, parfois des gens qui étaient là pour signer ou pour venir du contrat, et que je crois qu'il y a vraiment un problème de compétence. Mais vraiment, je pense vraiment qu'il y a un problème on ne comprend pas de quoi il s'agit, on signe, et surtout sur des petites collectivités, on signe parce qu'il faut signer et puis on verra après. Il y avait vraiment cette idée on délègue le service, et du coup on délègue tout. Voilà, on a signé, maintenant c'est plus notre problème. Ce qui a aussi un intérêt, et ça c'est très fort sur l'eau, c'est le fait que le jour où, par exemple, en ce moment, c'est très dangereux pour une collectivité de reprendre son eau, parce qu'on arrive au moment où les réseaux arrivent au bout. Ils ont été faits à peu près dans les années 60, et là, quasiment 80%. Il faut investir. Et voilà, et ça coûte très, très, très cher. Et donc, par exemple, à Rennes, ils ont repris la main, mais le service ne coûte pas moins cher. L'usager n'a rien gagné du tout à ce qu'ils reprennent la main sur l'eau, parce qu'ils ont besoin de cet argent-là pour investir. Et donc en fait, ça peut être très risqué de reprendre la main parce que on va devoir peut-être augmenter le tarif. Et c'est-à-dire qu'il faut assumer politiquement de dire à ses électeurs, de dire bah oui, on reprend la main et puis vous allez payer plus cher. Alors que quand c'est le privé qui gère, ça peut être une facilité de dire ah ben on est désolé mais c'est pas de notre faute. Et ça c'est quand même vraiment une réalité, de déléguer la responsabilité. De ne plus être responsable de son service. Et ça, je pense que c'est assez fort. Et puis après, il y a vraiment un manque de compétences, un manque de moyens. Et après, évidemment, il y a aussi du lobbying. Par exemple, sur les autoroutes, ça a touché les collectivités locales récemment parce que les autoroutes, elles sont financées par les péages. Donc, on paye un péage et... non, plutôt... Les entreprises, les sociétés d'autoroutes font des travaux et ces travaux, ils sont ensuite financés par les péages. C'est pour ça que les péages augmentent tous les ans, c'est pour financer les travaux qui ont été faits l'année d'avant. Et comme là, l'État commence à craindre un peu cette hausse continuelle des péages, là, ils ont demandé aux collectivités de participer au financement des infrastructures. Et moi, ce que me disait Alain Vidalis à l'époque, qui était ministre des Transports, qui avait validé ce plan, c'est qu'il avait vraiment eu le sentiment d'avoir été assiégé par des élus locaux qui voulaient un échangeur là, un échangeur là, un échangeur là, et qu'il avait le sentiment qu'en fait, on avait des sociétés au niveau local qui, elles, faisaient du lobbying en disant « Ah, mais vous savez, si on vous faisait un échangeur à cet endroit-là, ce serait quand même plus facile pour votre zone, etc. » Enfin, qu'il y a quand même, parce qu'il ne faut pas oublier, oui, c'est un point très très important et c'est valable pour toutes les infrastructures, que ce soit sur l'eau ou sur les aéroports ou sur les autoroutes, tout, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là sont aussi des groupes de BTP. Et même Veolia, qui n'est pas un groupe de BTP, Veolia a des filiales qui font les travaux. Donc il ne faut pas oublier que leur intérêt, c'est de faire des travaux qui seront remboursés ensuite par les péages ou par le prix payé. Et donc du coup, ils ont tendance quand même à pousser aussi à faire des travaux, et c'est ce que l'autorité de la concurrence avait montré, et puis la Cour des comptes aussi sur les autoroutes, que souvent il y a des travaux dont on n'est pas vraiment sûr de l'utilité, mais que pour eux c'est hyper intéressant parce qu'en fait après ils font travailler leurs filiales, et ça l'autorité de la concurrence avait démontré que 75% des travaux faits sur les autoroutes sont faits par des filiales de la société, du groupe qui détient la société d'autoroute. Et dernier point, et ça c'est pareil, on le retrouve aussi sur l'eau, c'est que non seulement ils font les travaux, mais en plus ils ont une petite tendance à surfacturer. Et ça c'est l'autorité de régulation des transports qui l'a démontré sur les autoroutes, elle estimait entre 10 et 30% la surfacturation, donc payée par l'usager in fine. Et sur l'eau, j'ai un contrôleur de gestion publique ça fait 30 ans qu'il est contrôleur de gestion publique sur une grosse collectivité. Il a renégocié des contrats avec Veolia et il m'a donné un exemple très parlant. Lui, il essaye vraiment de monter en compétence justement pour contrôler. Il me dit, mais c'est simple. Il me dit, moi, un jour, au moment où on renouvelait des réseaux, où on leur avait demandé aux délégataires de renouveler des réseaux, j'ai envoyé un agent sur place avant qu'il rebouche la tranchée. Et il me dit, c'est simple, il nous facture 1 km et il en pose 900 mètres.
Donc 10% sur le prix du tuyau, quoi. Et il dit, mais ça, si vous venez pas sur place voir avant qu'ils aient rebouché la tranchée, comment vous voulez vérifier à la sortie qu'ils ont surfacturé? Et en fait, c'est que des choses comme ça. Donc ça se répercute après, soit sur la collectivité qui va perdre de l'argent, soit sur l'usager qui va payer plus cher son service. Merci. Alors on va boire de l'eau de la chapelle. On va faire une pause d'un quart d'heure, c'est minuté. Hein, on va faire une pause de 15 minutes. Vous pouvez aussi en profiter alors pour